région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France, les secrets de la douceur de vivre, des secrets qu'on se dit à l'oreille, les secrets des vieilles pierres, les secrets de la nature, les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre-Val de Loire. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de cette web TV inédite. Aujourd'hui pour la première, deux invités ont accepté de se joindre à nous sur le plateau. Le président et fondateur du tournoi ainsi que le responsable Forza France Suisse, un des sponsors principaux de la compétition. Non, c'est les annonces. Salut à tous, bienvenue pour cette première édition du MAG. On est ravis de vous accueillir ici. On est dans les coulisses du Palais des Sports d'Orléans pour ces Masters. Alors ce MAG, pourquoi cette web TV, pourquoi on est ici dans un endroit cosy, informel, on va recevoir des gens, on va faire des chroniques sportives, on va parler de sport, mais on va aller un petit peu au-delà de ça, parler un petit peu d'autre chose. C'est le principe un petit peu de cette web TV. Donc voilà, on va se faire vos porte-paroles pendant toute cette semaine. On est là jusqu'à samedi soir avec Paul que vous avez vu tout à l'heure. Deux invités aujourd'hui, Franck Laurent, Bruno Galland, merci de nous rejoindre. On va d'abord parler un petit peu du tournoi avec Paul qui va nous faire un petit historique avant de revenir vers toi Franck. Donc Paul, un petit historique du tournoi. Ah oui, alors avant de s'attarder sur l'édition 2018 avec nos invités, petit retour en arrière sur l'historique du tournoi, de sa création à aujourd'hui. Alors il faut savoir que le CLTO, le Cercle laïque des Tourelles d'Orléans, club organisateur du tournoi, a été créé en 92 et a rapidement montré des envies compétitives, d'abord à vocation régionale puis nationale, puisque victime de son succès, le premier tournoi d'Orléans déménage en 1996 au Palais des Sports, où nous sommes actuellement aujourd'hui. Il devient rapidement aussi un tournoi international, le TIVO, tournoi international des volants de l'Orléanais, au début des années 2000 et commence à accueillir des joueurs étrangers. Quelques années s'écoulent et en 2011, il acquiert la licence de Badminton Europe et s'inscrit sur le calendrier des tournois internationaux. Il devient alors ce qu'on appelle un BIS, un Badminton International Series, dont le premier sera pris en compte dans le comptage des points pour les Jeux Olympiques 2012. 3 saisons passent et il franchit encore un cap, il devient un International Challenge, où là la première édition sera de la même manière qu'avec les JO 2012 qualificative pour les championnats du monde de badminton. Et dernière date clé de l'histoire de ce tournoi, juin 2017, tout récent, où le tournoi s'inscrit au World Tour de la BWF, la Fédération internationale de badminton, et devient un des 37 meilleurs tournois de la planète et le deuxième événement en France derrière les IFB internationaux de France de bad qui ont lieu chaque année à la Toussaint à Paris. Alors merci pour ce petit point historique. Franck, quel parcours? On part d'un petit tournoi presque local et on arrive ici dans le grand bain BWF avec ce nouveau circuit. Comment est-ce qu'on passe d'un petit tournoi comme ça à un mastodonte? Oui, quel parcours, on peut en parler. Oui. C'est la 25e édition qu'on est sur ce tournoi, dont 23 dans le Palais des Sports d'Orléans. Je pense que c'est la volonté d'un cercle d'amis, un cercle de bénévoles qui ont souhaité faire
progresser, améliorer les pratiques. Et le tournoi a évolué avec ses fondateurs. Et on a tous évolué dans ce parcours. Et on a voulu aller toujours plus haut, plus loin, plus fort, pour reprendre une hymne bien connue. Et on a construit ce tournoi, on a l'envie, on a la motivation pour faire avancer la planète badminton. Et on pense que cet événement majeur permet aussi le développement du badminton dans les clubs. Alors, changement de statut entre l'année dernière et cette année, concrètement, ça change quoi pour vous, organisateurs ? Concrètement, ça change 2-3 détails qui vont tout changer, à peu près. Avant, on était sur 4 jours de compétition. On commençait le jeudi, on finissait le dimanche. Là, maintenant, on passe sur 6 jours. Alors, vu qu'on trouvait que c'était passé, on a rajouté une 7e journée pour la soirée Solibad. Donc, le format est complètement différent. Il faut parler quand même du financement aussi, parce qu'on était sur un budget de 170 000 € l'an passé. Cette année, on va être sur plus de 300 000. Donc, presque du double. Presque du double, Raphaël. Donc, ça change pas mal de choses en termes de partenariat, de relations publiques, de pression. Le statut des joueurs, on a un statut de joueur qui est un petit peu différent. On avait beaucoup de joueurs européens l'an passé. Là, on a des Asiatiques de très haut niveau qui commencent à venir. Donc, ce sont des gens qui sont habitués aux grands événements internationaux. Donc, ça met la pression un petit peu sur toute l'organisation. Et il y a aussi le dernier point qui change pas mal les choses, c'est la télé dimanche prochain. On a une production télé sur les finales. Donc c'est une pression supplémentaire. Quelqu'un me disait, on a le droit de tout rater, sauf la production télé. Voilà. D'accord. Pour être raté, ça passera peut-être pas non plus. Voilà. Mais c'est important. Donc c'est important, oui. Et vous en avez pris pour 4 ans, du coup. C'est quelque chose qui va durer pendant 4 ans. Jusqu'en 2021. Le contrat avec la BWF est sur 4 ans, donc 2018-2021. La BWF renégocie ses contrats tous les 4 ans après les JO. Donc on se doit être à la hauteur. Si on veut continuer après 2021, il faut qu'on prouve à la BWF que on fait partie des grands du monde. On est des grands du monde du badminton. Donc si on a 4 ans pour cette année, c'est une première édition, donc on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il faut qu'on règle encore, des tâtonnements, et il faut qu'on monte en puissance pour aller titiller les plus grands tournois du monde. Donc après 4 ans, vous avez déjà une visibilité sur l'après, essayez d'aller encore plus haut, parce que depuis le début, ça n'a pas cessé d'augmenter. Ouais, alors on est sur l'avant-dernière marche ou la deuxième marche du podium, parce qu'on peut monter plus qu'une marche dans le règlement des compétitions internationales. Vu qu'il y a les IFB en France, on peut avoir juste un niveau 5, on pourrait avoir un niveau 5 en France. Donc Super 300. Un Super 300. Nous, on est niveau 6 aujourd'hui. Alors 300, je sais pas, 300 pour les... web téléspectateurs, quand on regarde, je ne sais pas trop comment on dit. Les internautes. Les internautes, merci. 300, ça veut dire 300 000 $ de prize money pour les joueurs. Donc, pour faire simple, quand on donne 300 000 $, il faut trouver 300 000 autres dollars pour l'organisation. Voilà. Donc, il faudrait qu'on trouve 600 000 $. Donc, on peut y réfléchir en 2021. Vous avez 4 ans pour voir on a 4 si c'est faisable. On a 4 ans pour réfléchir, pour voir si c'est faisable. C'est un enjeu qui est énorme, donc il faut quand même le rappeler. On a une différence avec beaucoup de tournois de la planète, c'est qu'il n'y a que des bénévoles ici. Toute la direction du tournoi, ce sont que des bénévoles. On fait ça sur notre temps libre. On regarde plus la Star Academy ou Voice. Ça c'est fini pour nous. Nous, quand on rentre du boulot le soir, c'est PC, Internet, mail, tableau Excel et toute l'année pour préparer un tournoi comme ça. Donc il faut qu'on réfléchisse au modèle, il faut qu'on réfléchisse à certainement une professionnalisation d'un certain nombre de postes pour évoluer, pour grandir et pour pouvoir améliorer cet événement.
Alors tout ça, c'est possible que grâce aux partenaires. On a la chance d'avoir Bruno Galland qui est responsable directeur France et Suisse de la marque Forza, qui est une marque danoise mais qui s'implante en France de plus en plus. Alors s'associer à un tel événement, Bruno, c'est quelque chose d'important pour Forza? Oui, clairement, je crois que c'est une volonté de la marque, que ce soit à l'international ou en France. On est aujourd'hui une marque qui essaye d'être un peu plus qu'un équipementier. On veut réellement être un acteur du badminton et du développement de ce sport. Du coup, l'idée derrière ce tournoi qui est aujourd'hui le plus grand rendez-vous de l'équipe de France, avec aussi les championnats de France, s'associer pendant 4 ans à cet événement, c'est d'accompagner, que ce soit financièrement et en termes de matériel, votre développement. Et peut-être de voir après ces 4 ans, un petit peu plus loin, faire quelque chose encore de plus grand derrière. Il y a aussi derrière une réflexion. On est là clairement pour s'inscrire dans la durée. On est un vrai acteur du développement maintenant. Ça s'inscrit aussi avec le partenariat fédéral. Ça s'inscrit avec les partenaires qu'on a, les clubs partenaires en top 12, notre accompagnement des jeunes joueurs, des joueurs élites, des joueurs professionnels de badminton, ou l'aide qu'on apporte aujourd'hui aux parents des jeunes joueurs qui sont en pôle espoir. Tous ces accompagnements financiers et matériels font de nous aujourd'hui un acteur réel du développement du badminton sur le territoire. Donc c'est un petit peu l'idée derrière ce partenariat majeur pour nous, d'être présent et d'accompagner Franck et toute l'équipe sur l'événement. Oui. D'accord. Le développement en France, est-ce qu'il y a des axes principaux de Forza en France notamment? On est, depuis le changement de direction il y a un petit peu moins de 3 ans, on est sur un redéveloppement de distribution. Oui, donc on a vraiment cru de plus de 300% depuis la reprise, grâce à cette politique de présence, grâce à ces partenariats, grâce à l'événement, grâce à l'accompagnement. C'est clairement nos axes stratégiques aujourd'hui, c'est faire pour les autres et ensuite on a le retour évidemment. D'accord. Axe solidaire fort aussi, hein, depuis quelques temps on l'a vu, Forza se place sur la version solidaire du badminton. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les partenariats solidaires? Oui, bien sûr. Je crois que c'est quelque chose qui est au fond dans l'ADN de la marque. On a, que ce soit avec le para-badminton, où on accompagne beaucoup, on a accompagné sur les championnats d'Europe, sur les championnats de France, à l'international, beaucoup de joueurs aussi ou encore quand le para-badminton était vraiment très peu connu. Aujourd'hui, on a la chance de les avoir justement aux Jeux paralympiques et d'avoir une médiatisation un petit peu plus importante. Mais on est sur ce créneau-là. On est aussi avec toi, Raphaël, sur le développement d'un partenariat fort avec Solibad, où on a créé ce 1% pour Solibad, où on reversait 1% de notre chiffre d'affaires à votre association dans le but de développer des projets à travers le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui évidemment qui nous tient à cœur. On a toujours eu cette responsabilité sociale au sein de la société. On a des labels de production qu'on est, je pense, les seuls à avoir dans le badminton, où on n'utilise pas de main-d'œuvre infantile dans les usines dans lesquelles on travaille, pas de produits chimiques, conditions de travail, salaire décent, toutes ces choses-là qui... Une vraie marque sociale. Oui, qui sont... aujourd'hui, je pense, c'est inéluctable dans le business, si on peut dire comme ça. Il faut qu'on pense un petit peu à l'avenir, et on ne peut plus faire les choses comme on était fait dans le passé, sans penser à tout ça. Donc on est aussi, je dirais, heureux de t'accompagner dans ce grand projet qui est Solibad. Alors on a un scoop aujourd'hui, on a la nouvelle collection qui va être présentée, c'est la deuxième partie du volet d'accompagnement de Solibad. On a derrière, donc c'est un petit peu en avant-première, on va les montrer exactement. Là, la collection Forza Solibad. Donc Bruno, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette collection? C'est assez simple, hein. Donc, comme je disais précédemment, avant on était sur un partenariat 1% pour Solibad. On étend le partenariat pour ces prochaines années en créant, en collaboration avec Solibad, une collection FZ Forza Solibad qui sera distribuée dans environ 50 pays, donc dans tous les pays dans lesquels on travaille. Et à partir de quand? À partir de fin août. Et 8% des ventes de ce matériel-là sera reversé à Solibad. Alors il y a quoi? Il y a un polo, un t-shirt, un polo, un t-shirt, une raquette milieu de gamme, je dirais, et un sac. Voilà. Aux couleurs de l'association. Voilà, exactement, de quoi équiper son club ou même personnellement
pour porter haut et fort les couleurs de Solibad. Voilà, donc c'était le scoop du jour. On remet les maillots derrière. Franck, un partenaire comme Forza, c'est essentiel pour pérenniser l'événement et pour se faire accompagner comme il faut. Forza et d'autres partenaires. Mais le partenariat avec Forza, il s'est fait naturellement parce qu'il s'accompagne avec les mêmes valeurs que nous avons et que nous portons dans notre association pour le développement de cet événement. Tout ce que vient de dire Bruno, on s'y retrouve. Donc ça me semblait intéressant qu'on s'associe pour les années à venir et pour progresser ensemble. D'autres partenaires, il a fallu trouver d'autres partenaires aussi. Je vais quand même noter que les collectivités locales ont joué le jeu. Le financement, c'est un tiers public. Hein, le fait de pouvoir être ici déjà. D'être ici, la ville d'Orléans nous met à disposition le Palais des Sports quasiment 10 jours, sachant qu'il y a une équipe pro ici de basket. Donc ils nous font la gentillesse de nous laisser le Palais des Sports et d'aller s'entraîner dans un autre gymnase. Ils font leur match à l'extérieur pendant 10 jours, donc c'est pas évident pour une équipe professionnelle. Tous les sportifs de haut niveau diront maintenant ça me perturbe ma préparation et je sais que l'OLB a des enjeux extrêmement majeurs cette année parce qu'ils tentent la remontée en Pro A, donc c'est compliqué. Donc ils ne voient pas forcément le badminton d'un bon œil. Voilà, donc leur dire vous allez jouer pendant 10 jours dehors, c'est un peu compliqué pour eux. Je les remercie et je remercie Didier. Dehors il fait pas très beau. Voilà. Je remercie Didier Noureau, le président de l'OLB, de nous faire place et de laisser cette compétition se dérouler dans le Palais des Sports. Alors il y a d'autres partenaires, hein. Il y a une quarantaine de partenaires qui suivent l'événement, qui nous aident. Vous avez un derrière, voilà. Pour ceux qui se posent des questions, ils sont tous derrière. Il y a plein de partenaires qui nous ont rejoints cette année et je les remercie. Il faut quand même penser que c'est un enjeu très fort, quoi, le partenariat pour accompagner le badminton et le développement du badminton. Et ce sont souvent des gens qui sont soit fééreux, soit des joueurs. Hein, parmi les sponsors, on a des joueurs de badminton qui étaient là à la soirée de lancement et on voit qu'ils vibrent, ils connaissent le badminton. C'est pas juste un chèque qu'ils vous font et puis voilà, c'est un vrai accompagnement dans l'aventure. Voilà, c'est un accompagnement qu'il faut construire avec ces gens qui sont au départ, bien sûr, des ex-joueurs de badminton, des gens qui sont à proximité du badminton et qui souhaitent développer ce sport. Donc, oui, ils connaissent. Il y en a qui nous suivent depuis très longtemps, donc ils sont habitués de l'événement. Et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec eux et qui nous accompagnent dans ce développement. Alors, l'année dernière, en finale, on avait les Français. Cette année, le tournoi évolue, forcément avec un prize money qui évolue aussi, des meilleurs joueurs qui arrivent. Est-ce qu'on aura, à ton avis, des Français en finale dimanche? Merci pour la question, Raphaël. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si on aura des Français ce week-end. On a des bonnes chances quand même avec les Lucas. En simple homme, je pense qu'il y a quelque chose à faire. En simple dame, c'est compliqué. Ah bah c'est fini déjà. C'est très compliqué. Le simple dame, ce ne sera pas possible. Voilà, je pense que les autres tableaux sont compliqués. Peut-être en double mix. Il y a une chance en double mix, mais je crois que la paire française de double mix a un gros challenge, tableau. Un gros tableau. Ah, mais ils sont tête de série 2. Ils sont tête de série 2, mais ils devraient rencontrer Joachim Nelson, je crois, au deuxième tour, hein, si je me trompe pas. On va parler côté sportif un petit donc, peu. On espère. Depuis qu'on est passé, international en 2012, et déjà quand on était au niveau national, il n'y avait plus de Français qui gagnaient à Orléans. Le dernier Français qui a gagné à Orléans, c'est Brice Leverdez en 2009. Ah oui, donc ce serait pas mal que dimanche on ait un. Ça serait pas mal qu'il y ait un Français. Pour le public aussi. Pour le public, c'est super important. Donc il faut. Je souhaite qu'il y ait une victoire française. Un petit rappel pour les billets. Ceux qui veulent acheter des billets, c'est encore possible sur le site internet pour tous les jours de la compétition. C'est possible sur le site internet, www.orléansinternational.fr. Et aussi à l'accueil du Palais des Sports, il y a encore possibilité d'acheter des billets.
Super, merci beaucoup pour ce point. On va parler sportif un petit peu maintenant, justement, on l'évoquait, les chances françaises, on en a. Avant de passer au match d'aujourd'hui, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé hier, Paul. Oui, alors les faits marquants de cette première journée de compétition, la journée n'a pas forcément très bien commencé pour les Français, à l'image de Thomas Junior Popov, ouais. sur lequel on misait beaucoup sur ce tournoi qui a été éliminé dès les premiers tours de la qualification en 2-7 face à un très bon... un petit peu de pression peut-être, il est champion d'Europe junior, double champion d'Europe junior, il arrive sur un tournoi qui commence à être un peu coté chez les grands, peut-être la pression. Ça fait partie encore de ses premiers tournois sur le circuit senior, donc voilà, un premier tour, un tirage pas évident à la preuve sur le terrain. Donc une défaite en 2-7 qui prive donc, Thomas d'un tableau principal sur lequel on l'aurait bien vu. Bah oui. On le reverra, il va revenir. Oui. Alors autre fait marquant de la journée, c'est malheureusement la blessure de Gaëtan Mittelheiser. On le sait, il revient d'une longue blessure. Ouais. Ça fait quelques semaines qu'il est de retour sur le circuit international. Alors on l'aura sur le plateau ce soir à 19 h en direct avec Fabrice Vallet sur le thème de l'équipe de France et des règles BWF. Donc on aura des nouvelles fraîches de sa blessure. A priori c'était quand même pas si grave que ça. Ce qu'il nous a dit, c'était pas si grave que ça. Alors voilà, c'était une mauvaise réception sur son genou droit lors du premier match de double mix avec sa partenaire Émilie Lefebvre. Ils avaient pourtant gagné le premier set et malheureusement il a été contraint à abandonner. Ouais. C'est dommage parce qu'encore une fois il y avait des chances de parcours pour la paire française. Autre fait marquant de la journée, la découverte de Rémi Rossi, le frère de Léo. Ouais. On connaît son frère, on l'a vu à Voiron au championnat de France. Qui vient de loin, hein, Rémi. Tahiti, voilà, Tahitien, le seul sur le circuit cette année. Et qui a gagné hier ses 2 matchs de qualification et son premier tour, car le tableau principal du simple homme débutait hier soir. Donc il a remporté ses 3 premiers matchs et on le reverra aujourd'hui à l'occasion des 8e de finale du simple homme. Donc c'est une bonne nouvelle. Et pour terminer sur une info un peu plus insolite. Anecdotique. Ouais. Voilà, les deux joueurs de plus de 60 ans ont participé à la compétition hier. Matt Fogarty, l'américain. En double mixte, et Raymond Webster, un Britannique, en simple homme, 63 ans. Alors ça ne reflète pas du tout le niveau du tournoi, mais ce sont des gens qui ont des points et du coup qui vont sur tous les tournois auxquels ils peuvent s'inscrire. Alors l'anecdote est rigolote, mais bon, ils ont pris cher quand même. Hier, c'est allé vite. Aujourd'hui, il y a les vrais joueurs qui reviennent sur le terrain, mais c'est vrai que c'était rigolo de leur faire un petit clin d'œil pour l'anecdote. Aujourd'hui, alors qu'est-ce qui se passe? Pas mal de Français qui rentrent en lice, avec aussi nos stars, Yann Jorgensen, Vermael indien, les grosses têtes d'affiche. Exactement, beau programme aujourd'hui en simple homme notamment. L'entrée en lice de Lucas Corvet, qui jouera contre le Finlandais Kalle Koijonen. Le retour de Thomas Roussel après sa belle prestation hier qui gagne en 3-7. C'était pas fait à l'issue du premier et il perd le premier set en premier tour, 16e de finale. Et derrière il réagit bien. Il est 15-8 même au deuxième set et il arrive à se remobiliser et faire une belle réaction. Et il allait décrocher son ticket pour un deuxième jour de compétition. Donc on le retrouvera aujourd'hui. Côté français, on retrouvera aussi Romain Franck. D'ailleurs, parcours assez... un peu chanceux. Exactement, parce qu'il joue un premier tour de qualification et conséquence des forfaits, des absences, il est exempté d'un deuxième tour, se retrouve dans le tableau principal, exempté d'un premier tour du tableau principal et il se retrouve au deuxième tour alors qu'il était au premier tour. Il en faut un petit peu de chance pour progresser dans les tournois, surtout de ce niveau-là. Tant mieux pour lui, il va falloir qu'il joue sa chance à fond. Il aura fort à faire aujourd'hui. Oui, aujourd'hui ça va être compliqué contre le jeune Irlandais Nathan Nguyen. Exactement. Voilà, on retrouvera aussi Lucas Clairbout, champion de France en titre, face à l'Indien Chita Buana. Et voilà, donc en revanche, comme on l'a évoqué juste avant, pas de simple dame. Pas de simple dame. Les 3 Françaises, Katia Normand, Yael Oyo et Marie Batomène, ont toutes les 3 échoué de peu au deuxième tour des qualifications. Ça montre la qualité du plateau aussi, c'est compliqué. Et puis Delphine Lansac qui n'est pas là non plus pour représenter les couleurs du simple dame. Donc il n'y aura pas de simple dame, mais par contre double dame, qui a des bonnes chances aujourd'hui.
On retrouvera Delphine Delru Oui. et Léa Palermo, Ouais, qui avait été en finale l'année au dernière. deuxième tour. Ouais. Exactement. La paire Émilie Lefel et Anne Tran au premier tour qu'on retrouvera aux alentours de midi aujourd'hui. Et enfin la paire Verlaine Follman et Margot Lambert. Ok, un petit point, autre chose à voir pour aujourd'hui, les matchs clés, il y a beaucoup, de toute façon vous allez voir sur le site, vous allez avoir l'échéancier, il y a du streaming, il y a le live scoring. Nous, on va se retrouver dans un premier temps à midi pour une version internationale où on accueillera midi, peut-être un petit peu plus, ça va dépendre des matchs parce qu'on fait aussi avec le planning du jour. On va accueillir Ingo Kindervater, l'entraîneur allemand qui viendra nous parler un petit peu des nouvelles règles BWF, sa vision, notamment les problèmes de service. En plus, les Allemands, ils sont grands, donc ça pose des soucis. On aura un petit peu son point de vue là-dessus. Et très important, ce soir, 19h, on se retrouve pour le grand débat. C'est le premier des grands débats de cette semaine. Il y en aura 4, où on accueille, je vous l'ai dit tout à l'heure, Gaëtan Mittelheiser, Fabrice Vallet, qui répondra à nos questions, mais aussi à vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller sur les pages Facebook du tournoi et de Badzine. Vous posez, il n'y a pas de censure, on est là vraiment pour se faire vos porte-paroles et on les accueille à partir de 19h en direct. Voilà, on était ravis de vous accueillir sur ce plateau pour cette première. Un grand merci. Voilà, vous avez pu entendre les portes, les joueurs qui arrivent, les annonces en même temps. On est vraiment ici, voilà, on fait vraiment partie des coulisses et pour nous, c'est aussi important de vous faire voir l'envers du décor. Donc, on est super ravis de passer cette semaine avec vous. Et on vous donne donc rendez-vous midi dans un premier temps et le grand débat 19h. Voilà, salut à tous et merci messieurs de nous avoir accompagnés. Merci à toi. Ciao. En région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France, les secrets de la douceur de vivre, des secrets qu'on se dit à l'oreille, les secrets des vieilles pierres, les secrets de la nature, les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre-Val de Loire.